évidemment, on ne va pas parler de génétique spécialisée, mais on va essayer de voir comment elle contribue à la genèse de certains cancers, et puis surtout comment elle contribue aujourd'hui activement à la prise en charge de pas mal de cancers. Je vous rappelle simplement que le cancer, c'est une division anormale de nos cellules. Sur un tissu donné, voilà des cellules qui, normalement, sont régulées, font comme nous, elles croient, elles doivent mourir, être remplacées, etc. Et puis ce processus ne marche pas bien. Et en fait, si on regarde de près le cancer, en analysant aujourd'hui avec les moyens moléculaires qu'on a d'analyse, on trouve toujours des anomalies génétiques sur la tumeur, dans 100% des cas. Ça ne veut pas dire que la cause est génétique, hein. Donc ça, c'est important de mettre ça tout de suite de côté. Les prédispositions génétiques au cancer, c'est-à-dire ce cancer qui peut se transmettre de façon familiale, comme l'a dit Mark Spillman, 5 à 10%. Quelles sont les autres causes de cancer? L'environnement, bien sûr, on en parle beaucoup. On connaît pas mal d'agents, très bien. La fumée du tabac, par exemple. Les rayons, y compris les rayons du soleil. Les virus. Et on commence à connaître des facteurs alimentaires qui sont prédisposants pour le cancer. Quelque chose dont je veux vous parler et m'attarder quelques minutes, c'est aussi le fait que le cancer peut être aléatoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément bien admis et intégré, je pense. Le cancer peut répondre à quelque chose d'aléatoire, stochastique, autrement dit le hasard. Et quand on regarde l'ensemble des facteurs de risque du cancer, celui qui arrive en premier, c'est l'âge. Alors ça ne fait pas plaisir hein, pour nous de savoir ça, parce que bon, dans la vie on vieillit, mais c'est une réalité. Le facteur le plus fort de risque du cancer, c'est bien l'âge. Vous le voyez sur cette diapositive, il y a même une fréquence qui est quasiment exponentielle avec l'âge. Et donc ça va rejoindre une idée de probabilité. On sait que dans les facteurs d'augmentation du cancer, vous le savez tous, hein, on en fait grand cas et on a raison, le cancer est redevenu la première cause de mortalité dans les pays occidentaux, notamment en Europe, et il y a une augmentation des cancers. C'est sûr que l'augmentation de la longévité a contribué à cette augmentation brute du taux de cancer. Regardez l'espérance de vie, c'est quand même énorme hein, ce qui s'est passé. Il faut quand même s'en réjouir. On a 65% d'espérance de vie en plus en un siècle. Hein. Alors les esprits chagrins disent « Ah oui, ça n'augmente plus, tout ça ». Bon, enfin, quand même, on est à 88 ans. Si on augmente de 65% tous les 100 ans, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Et donc ce facteur est très important, mais attention, il ne faut pas obérer le fait qu'il y a d'autres facteurs d'augmentation de l'incidence des cancers. Et notamment, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a 15 jours, c'est paru dans Le Monde. Ce sont des travaux français en particulier, mais d'autres, qui montrent que le cancer du sein augmente chez la femme jeune. C'est quelque chose qu'on avait tous, quand on discutait, ou vous-même qui êtes touché par cette maladie ou qui avez des proches, on voit des femmes jeunes. Et on a objectivé ce fait. Il y a une augmentation des cancers du sein chez les femmes jeunes. Et ça, ce n'est pas l'augmentation de la longévité. Ce n'est pas l'effet du dépistage, parce qu'on ne dépiste pas la plupart du temps avant 40 ans. Donc il y a bien des facteurs d'environnement sous-jacents à l'augmentation du nombre de cancers. Un autre point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le caractère aléatoire. Il y a quand même une part aléatoire dans le cancer. Donc on a vu, il y a la génétique, il y a l'environnement, il y a l'âge, mais il y a aussi des événements aléatoires. Et ça, je veux mentionner les travaux de deux grands chercheurs. Un est mathématicien et l'autre est un grand biologiste du cancer qui a décortiqué la génétique des cancers du côlon, bref. Comme souvent, une belle découverte par interface entre deux champs de recherche. Et ces deux personnes se mettent ensemble, ils ont une idée très simple, et comme souvent, ça, aussi les idées simples sont très bonnes en recherche. Ils se disent, tiens, c'est quand même curieux, il y a des tissus humains qui sont très rarement le fait de cancer. Par exemple, le cancer d'une partie de notre intestin, qui est le grêle, vous voyez, c'est 20 fois moins fréquent que l'autre partie, qui est le gros côlon.
pourtant, le gros côlon, c'est à peu près 2 mètres, et l'intestin grêle, c'est 5 mètres. Donc, ce n'est pas une histoire de quantité de tissu, c'est une histoire de nature de tissu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on observe ces différences? Les auteurs ont l'idée de prendre une trentaine de tissus différents et de regarder en fonction de la division cellulaire. On a des tissus qui se divisent beaucoup, la peau, par exemple, le côlon, la muqueuse du côlon, il y a une division très forte, et puis on a des tissus qui se divisent moins. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis, bon ça c'est un peu compliqué, mais ils ont observé d'un côté le nombre de divisions cellulaires d'un tissu, et de l'autre côté, la fréquence des cancers. Et en fait, comme vous le voyez sur cette diapositive, c'est très corrélé. Plus votre tissu se divise souvent, et plus il y a du cancer. Et donc ça redonne un argument pour l'aspect probabiliste. Plus vous divisez, plus vous avez de chances d'avoir un cancer. De la même façon, vous prenez votre voiture, vous faites 20 km, vous avez un petit risque d'accident de voiture, vous allez à Montpellier, ce risque est plus grand. Mais encore une fois, ça n'obère pas l'effet de l'environnement. Si vous avez pris la voiture et que vous avez bu 2 verres de vin, vous augmentez votre probabilité. Il y a toujours un effet de l'environnement possible. Mais il y a une question de probabilité qui intervient derrière ça. Et c'est important, donc ils classent comme ça 2 types de cancers. Des cancers pour lesquels la genèse est très souvent liée à un événement malheureux sur la cellule, qui n'a pas forcément un primum mauvaise derrière. Donc vous avez là par exemple le glioblastome, enfin un certain nombre de tumeurs dont on ne sait pas aujourd'hui, on n'a pas de facteur de risque. Et puis après, il y a bien sûr d'autres cancers où il y a un effet combiné du hasard et de l'environnement. D'accord, mais c'est difficile à intégrer tout ça, parce qu'il y a quand même des cancers dont on sait qu'on a des facteurs toxiques très forts. J'ai mis volontairement Brad Pitt parce qu'en génétique, on parle toujours d'Angelina Jolie, donc on va essayer d'équilibrer. Brad Pitt, il fume une cigarette, 9 cancers du poumon sur 10 sont liés au tabac. Ok. Alors, si on le prend dans l'autre sens, cette histoire, 9 fumeurs sur 10 ne font pas de cancer du poumon. Donc les choses ne sont pas aussi simples. On a pas mal de travaux aujourd'hui qui arrivent à faire les liens. C'est-à-dire comment l'environnement peut jouer sur les gènes. Cette diapositive, c'est pas pour la lire, mais c'est pour vous dire que derrière, il y a des arguments très forts de la littérature qui nous montrent, par exemple, que la fumée du tabac va entraîner des mutations particulières sur des gènes particuliers, P53 par exemple. Donc, il faut voir cette genèse du cancer, même sur des choses qu'on croit liées à l'environnement, comme un effet combiné du hasard, de l'environnement et parfois d'un terrain génétique. Est-ce qu'il y a un régime protecteur? Je crois que vous venez peut-être de parler d'alimentation. Il y a certainement des éléments nutritionnels qui sont protecteurs, d'autres qui sont au contraire à risque. Je ne suis pas un spécialiste. D'autres ont écrit des ouvrages. Le niveau de preuve simplement qu'on a, je dis ça parce que pour présenter ce qu'on sait aujourd'hui avec un niveau de preuve très fort. Et madame, par exemple, je entendais parler du thé vert, ça a été dit, le niveau de preuve n'est pas très très fort. Vous avez le miel de rhododendron qui nous est vendu aujourd'hui comme protecteur. On a eu les framboises noires, on a eu un tas de trucs, le combat, etc. Sachez simplement que les éléments dont on dispose aujourd'hui ne sont pas de niveau de preuve suffisant pour en faire des recommandations. Du coup, je me suis dit, ça fera de mal à personne, y compris à moi-même, de revoir les recommandations au OMS en matière de nutrition. Elles sont assez simples, mais je pense que c'est pas mal de les rappeler. Il faut équilibrer et varier notre alimentation pour avoir des apports énergétiques qui soient adéquats. Donc, ce message, il est pas mal, il faut faire varier l'alimentation, et puis ce qu'on sait, pas avoir trop d'apports énergétiques. Le deuxième point, on sait quand même dans les études de population que les graisses animales ne sont pas bonnes. Que si on peut en limiter l'apport, c'est pas mal, et que de la même façon, si on peut privilégier les graisses dites saturées, les insaturées, par rapport aux graisses saturées, c'est aussi pas mal. Troisième point, la consommation de fruits et légumes, que vous connaissez tous, de légumineuses, on peut rajouter
de céréales et de fruits secs. Voilà des éléments qualitatifs de l'alimentation, mais on ne va pas quand même, vous remarquerez, jusqu'au thé vert, au type de céréales. On en est là, pour l'instant, dans les recommandations. Limiter la consommation de sucre libre ou de sucre rapide, ce qui a le goût sucré, et puis limiter la consommation aussi de sel. Voilà, avec ça, on a fait à peu près le tour. Donc on ne peut pas trop aussi se culpabiliser, je pense, sur notre alimentation, dès lors qu'on essaie de suivre à peu près ces règles-là. Alors quand même, j'avais un sujet qui était la génétique du cancer. Je vais essayer de l'aborder dans les quelques minutes qui nous restent. Comment la génétique nous aide aujourd'hui dans la prise en charge du cancer? Il faut rappeler ces 3 éléments concomitants du progrès des connaissances. Le premier, il est technologique. C'est-à-dire qu'il fallait des années pour séquencer des trucs. Maintenant, en fait, en 24 heures, vous pouvez séquencer l'intégralité de votre génome. Ça choque, ça, parce que quand je dis ça, les personnes qui ont fait un test BRCA, ils vont dire, c'est bizarre, moi j'attends un gène ou 2 depuis 6 mois. Mais techniquement, on peut réaliser l'analyse de tout un génome en 24 heures. On verra où ça blesse un petit peu après. La progression des connaissances est vraiment extraordinaire en cancérologie. C'est-à-dire qu'on décortique, quand on disait tout à l'heure, les anomalies génétiques sur toutes les tumeurs, ouais, c'est d'accord, mais on arrive à comprendre pourquoi ce cancer est apparu en fonction du profil génétique. Et ça, c'est très important parce que c'est le 3e volet. On a pu élaborer des thérapeutiques dites ciblées, des thérapeutiques spécifiques de l'anomalie moléculaire. Ça, c'est les progrès du séquençage. Vous voyez, ça n'arrête pas, puisque là, en 2016, on est au téra de données, c'est-à-dire 1000 milliards de paires de bases, ce qui contient tout un appareil pour nous séquencer dans la journée dans cette salle. Le progrès des connaissances en génétique, regardez, bien sûr, on n'avait pas de maladies dans les années 80, on en avait 2000 en 2007, on a aujourd'hui 6000 maladies génétiques liées à des gènes particuliers. Donc il y a un progrès extraordinaire, mais tout cela ne serait rien si on n'avait pas derrière des outils thérapeutiques. Et ces outils thérapeutiques, on les appelle les thérapies ciblées, parce qu'elles vont cibler l'anomalie génétique particulière de telle ou telle tumeur. On a des outils, peu importe. Donc quel est l'intérêt médical? 2 choses, le constitutionnel, c'est-à-dire ces 10% de cancers qui sont héréditaires. Et puis après, tous les autres cancers, qu'on appelle somatiques. Pour le constitutionnel, alors on est obligé de remettre madame, alors c'est plus vraiment un couple, mais enfin, on les garde quand même, ils sont tellement beaux tous les deux. Angelina Jolie est porteuse d'une prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. C'est familial, sa mère l'avait, sa tante l'avait. Quelles sont les solutions qu'on a? On a des solutions, je veux le dire, aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire une chirurgie radicale. On a du dépistage par IRM. On est obligé, par contre, de faire une chirurgie ovarienne quand on s'approche de la ménopause, parce qu'à la fois, il n'y a pas de prix à payer pour ce geste, et puis on se protège d'un cancer grave. Donc ça, oui, on le fait, c'est une recommandation. La chirurgie des seins est soumise à la volonté de la personne, et quand on est comme Angelina Jolie, marquée par une histoire avec 6 enfants, etc., une équipe de chirurgiens, on va, pour se tranquilliser, vers ça. Mais ce n'est pas la seule option possible. Vous voyez, quand on fait dépistage par IRM et chirurgie ovarienne, on a réduit la mortalité du cancer du sein et de l'ovaire de 60%. Quand on fait simplement la chirurgie ovarienne, on a réduit la mortalité d'à peu près 18%. C'est absolument énorme. Aucun traitement médical du cancer ne fait ça. Ni chimiothérapie, ni hormonothérapie, ni tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que juste avec dépistage et prévention, ce sont des armes qu'il faut considérer. Parce que là, pour une qualité de vie acceptable, on a une action très forte en survie absolue. Mais c'est pas tout. Dans ces prédispositions BRCA, aujourd'hui, on en est à l'étape thérapeutique. C'est-à-dire que la connaissance de l'anomalie génétique nous permet de décider de traitements particuliers. Soit de traitements conventionnels, la chimiothérapie, on sait que telle chimiothérapie est plus active qu'une autre, soit mieux de thérapie ciblée. Et depuis 1 an, on a une thérapie très particulière dans le cancer de l'ovaire qui est liée à BRCA.
avec 82% de femmes qui répondent alors qu'elles sont en phase métastatique, ce qui est juste incroyable. Hein. Donc ce produit est bien sûr commercialisé aujourd'hui. Le dernier volet, c'est ça, bon, c'est les 10% quand même de ces cancers génétiques. Quid des 90 autres %? Là, on progresse aussi parce que l'analyse génétique sur la tumeur va nous donner des pistes. Et on est aujourd'hui dans une situation où on a plus de 80% de survie sans récidive du cancer du sein, avec tous les progrès qu'on a. Donc des femmes se demandent, à raison, on me dit qu'il faut que je fasse une chimiothérapie, on me dit qu'il faut que je fasse une hormonothérapie, pourtant j'ai une tumeur assez petite, me dit-on. D'un côté, on me rassure, puis d'un côté, on m'inquiète, parce qu'on me donne des traitements très très lourds. Et certaines femmes, vous le voyez aux États-Unis, mais en France aussi, se questionnent aujourd'hui sur l'utilité des traitements dits adjuvants, après la chirurgie. Elles ont raison. Parce que regardez où on en est aujourd'hui de la... du pronostic. Ça, c'est un peu difficile pour vous, je le conçois. C'est la probabilité de ne pas récidiver du cancer du sein. Je vous en prie, madame. Vous avez dit, elles ont raison quand elles questionnent oui. Oui. les traitements. Oui. Vous avez dit, elles ont raison. Oui. Vous pourriez terminer votre phrase ou développer davantage. Je développe là. D'accord. Si vous permettez. Je Merci. développe là. Parce que l'état des connaissances, madame, c'est ça. Le gain de la chimiothérapie adjuvante, c'est à peu près 5%. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez, sans chimiothérapie, 80 et quelques % des femmes qui ne récidivent pas. Avec la chimiothérapie, vous avez toujours 15% des femmes qui récidivent. Vous n'avez évité la récidive qu'à 5% des femmes avec la chimiothérapie. Ce qui est beaucoup quand on est une femme qui en bénéficie. Mais c'est cher payé quand on est une femme qui n'en bénéficie pas, dans un cas ou dans l'autre. Donc juste, je poursuis. On aurait besoin de savoir, à l'avance, quelles sont les femmes qui ne récidiveront pas de toute façon, chimiothérapie ou pas chimiothérapie. Et on aurait aussi besoin de savoir quelles sont les femmes qui récidiveront malgré la chimiothérapie. Parce que c'est autre chose qu'il va nous falloir. Vous voyez? Alors, on a, des deux côtés, on progresse avec la génomique. Pour ces femmes qui récidivent malgré la chimiothérapie, on a un marqueur génétique qui s'appelle HER2. Quand ce marqueur est présent, peu importe le détail, ça fait proliférer la cellule, blabla, mais on a un médicament, aujourd'hui spécifique, hein, qui va faire qu'on va éviter plus de la moitié des récidives. Vous voyez, on passe de 75% de survie sans récidive à 90% avec ce médicament. Donc c'est ce médicament qui est très important dans ce cas de gravité. Et l'autre chose, c'est des situations où la femme se questionne et le médecin se questionne. Pourquoi? Parce que le pronostic de cette femme est apparemment bon. Dans l'état des connaissances actuelles, avec nos paramètres cliniques, est-ce qu'il y a un ganglion qui a un début d'atteinte? Est-ce que si, est-ce que oui? Et on va dire, on fait la chimiothérapie ou on ne la fait pas, avec, on le sait aujourd'hui, une connaissance prédictive insuffisante. Et c'est là où la génétique peut nous aider, parce que faire un profil génétique peut nous amener à savoir que le pronostic de cette femme est très bon. Cette femme a un score génétique bas, sa probabilité de récidive, maintenant, elle est plus de 15%, elle est que de 1%. Elle a un score bas génétique, elle a 1% de probabilité de récidive. Alors pourquoi vous allez lui donner une chimiothérapie dont elle va bénéficier dans 5% des cas? Ça voudrait dire qu'il y en a une sur 1000 maintenant qui va bénéficier de la chimiothérapie, pendant que 999 autres vont subir les effets de la chimiothérapie délétère. Donc vous voyez comment la génétique peut nous aider à partir de cette femme qui se questionne, et madame, nous nous questionnons avec, dans le bien fondé de ces traitements adjuvants, mais on a aujourd'hui des outils prédictifs, en bon, parfois en mauvais, qui vont nous inciter à changer nos attitudes thérapeutiques. C'est parfait, je termine. Donc, ce que j'ai décliné pour le cancer du sein, là, dans
sous somatique. On pourrait le décliner pour le côlon, on peut le décliner pour le mélanome malin avec de très très grands progrès, pour le cancer du poumon aujourd'hui, ou toutes les tumeurs aussi d'analyse génétique, etc., etc. Donc voilà, vous voyez qu'on va certainement vers une médecine de précision au sens de la détermination de ces éléments génétiques qui sont à la fois des outils prédictifs, mais aussi des outils maintenant thérapeutiques pour qu'on choisisse les bons traitements et parfois des traitements spécifiques. Je vous remercie pour votre attention.